Bonjour et bienvenue à ce énième numéro d'Objectif 2023 qui reçoit pour vous sur ces plateaux aujourd'hui Maître Guy Mafuta Kabongo, député national élu de Chikapa, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment évaluez-vous les préparatifs des élections de 2023? En fait, tout dépend sur quel angle on se met. Ce qui est sûr, c'est que nous avons attrapé un gros retard. Et personnellement, je suis convaincu que le rendez-vous de décembre 2023 sera reporté. Il sera reporté parce que les préalables nécessaires au lancement de bonnes élections ne sont pas encore réunis. Je conçois ce processus comme étant une chaîne où chacun des partenaires, des composantes, doit jouer son rôle. Vous avez d'une part l'institution président de la République, vous avez également l'institution Parlement, vous avez les différentes composantes. Par là, j'entends les confessions religieuses, j'entends les partis politiques et même la population. Là, nous sommes pratiquement bloqués depuis quelques semaines parce que les confessions religieuses n'arrivent pas à nous produire le candidat consensuel qui puisse animer l'institution CENI. Voilà, c'est un retard qui est enregistré, qui aura certainement des répercussions sur le respect du calendrier constitutionnel des élections. Êtes-vous satisfait de ce qui est déjà fait à ce stade en termes de réforme électorale? D'abord, j'aimerais dire que en l'état, les élections étaient faisables, même sans réforme. Les réformes, c'est quoi? C'est la volonté d'avoir des textes, des instruments qui permettent à ce que les élections de 2023 aient moins de contestations. Sans réforme, les élections en l'état pouvaient se tenir. Évidemment, on a commencé par la loi organique qui organise la CENI. Cette loi qui est vue, selon qu'on est d'un cas ou de l'autre, bonne ou mauvaise. Mais la loi, elle est là. Mais pour moi, l'épineuse question va se rencontrer autour de la loi électorale. C'est là où il y aura vraiment un gros débat. Mais à ce jour, il n'y a que la loi électorale la loi relative au fonctionnement de la CENI qui est votée. Mais pour moi, je le redis encore, ce n'est pas un préalable, les réformes pour qu'on ait aux élections. C'est une volonté commune qui voudrait que nous ayons les élections les plus apaisées et les moins contestées possibles. Mais ce n'est pas un préalable. Vous n'êtes pas contre le maintien de politique au bureau de la Commission électorale nationale indépendante? Le problème, c'est peut-on trouver un animateur apolitique aujourd'hui? Je ne pense pas. Tout est politique. Même la société civile, elle est politique. Tout dépend des accointances des uns et des autres vis-à-vis soit du pouvoir en place, soit de l'opposition. Si hier l'Église catholique a été aux côtés de l'opposition d'antan pour réclamer les élections, certainement qu'il y a eu des accointances, des familiarités qui pourront amener certains à croire que l'on est proche de X ou Y. Nous vivons sur cette planète Terre, nous tous ensemble. L'Église, les laïcs, les politiques que nous sommes, nous avons des liens de familiarité. Nous prions dans les mêmes églises. Nous fréquentons les mêmes associations. Dire qu'on est vraiment totalement apolitique, il faut rechercher ça au ciel. Sur cette terre des hommes, on a une affinité avec X, on a une affinité avec Y, quitte à nous d'avoir les procédés, les procédures et les lois qui puissent faire que, nonobstant mon penchant vis-à-vis d'un tel politique, mais les règles du jeu doivent être respectées pour que celui qui aura gagné effectivement les élections soit proclamé. Parce que depuis un temps, il y a une notion, être élu et être proclamé. Ça devait aller ensemble. Ou on est élu, ou on n'est pas élu. On ne peut pas être élu et ne pas être proclamé. C'est un vocable qui a élu domicile dans le salon politique. Il a été élu mais n'a pas été proclamé. Ça frise l'injustice et ça frise l'arbitraire. Moi, je pense qu'il faut respecter la volonté de la population. Quand la population élit, il faut proclamer la personne. Mais qu'en dites-vous de ceux qui pensent qu'on devrait dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante? En faisant quoi? Parce que l'organe qui est censé être dépolitisé par nature, c'est l'Église. Mais ils ont eu le temps nécessaire pour aboutir à un consensus. C'est le jeu de ping-pong. On se tire des balles à gauche et à droite. En réalité, l'institution CENI ne peut qu'être politique. C'est difficile d'avoir des personnes asexuées politiquement pour animer cet organe. Le plus important, c'est avoir des règles, des textes, des procédés qui amèneront les animateurs à ne pas se départir de la vraie expression de la population, de la volonté du peuple.
ce qui est important. Et ces textes-là, nous avons la loi organique, mais le plus important de tous, c'est la loi électorale qui n'est pas encore débattue. Donc la question sur la dépolitisation de la CENI n'a pas lieu d'être. Non, je crois qu'on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. On ne trouvera pas un monsieur totalement apolitique pour animer la CENI. On a chacun une accointance quelque part. Le plus important, c'est respecter les règles du jeu. Il y a moyen de faire le juste milieu? Oui, évidemment, la volonté, c'est essayer de rapprocher l'animateur du respect strict des règles. C'est ça la volonté. Et ça se construit. C'est d'ailleurs là le fondement même des différents rapports, des différents délais que le président Bosso accorde aux uns aux autres pour aller réfléchir davantage, solliciter l'éclairage divin pour trouver une personne qui met tout le monde à l'aise. Mais cette personne-là n'existera jamais. Il n'y a que des lois qui mettent tout le monde à l'aise qui peuvent exister et non l'individu. Le problème actuellement, c'est la désignation des animateurs de la centrale électorale. Que dites-vous de ces manques de consensus observés au sein de la plateforme de confession religieuse qui devrait désigner un président de la centrale électorale et un membre de la plénière? Bon, c'est une désolation, c'est un regret parce que on aurait estimé ou on aurait souhaité de ce corps des religieux, de ce corps des spirituels, une démarche différente de nous laïcs, de nous politiques. Mais on se rend compte que ils ont la chair comme nous aussi. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes auteurs du retard. Mais demain, on va le mettre sous le chapeau du chef de l'État. Mais c'est nous-mêmes politiques. Nous passons le temps à discuter sur les personnes. Mais ces discussions-là ont des conséquences sur le calendrier inévitablement. On aurait souhaité qu'il y ait consensus à leur niveau pour que nous, Parlement, nous puissions entériner une volonté consensuelle. Mais là, malheureusement, il n'y a pas consensus. Il y a 2 contre 6. Et là, les règles du jeu doivent s'appliquer conformément à leur charte. Nous sommes en train d'observer ce qui se fait. Espérons qu'ils vont revenir à la raison, choisir un candidat qui sera respectueux des textes. Il n'y a pas un candidat. Pas à la raison, l'alternative serait? C'est évidemment, nous allons trancher. On ne peut pas bloquer. Normalement, s'il n'y a pas consensus suivant leur charte, ils doivent passer aux élections. Mais là encore, il y a un débat sur les personnes à aligner aux élections à leur niveau, en leur sein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais on ne peut pas bloquer le pays parce qu'un groupe des compatriotes, quoique religieux, ne s'entend pas et le pays va plomber comme ça. Non, je crois qu'à un moment donné, nous devrions agir en tant que tel. Mais à ces jours, est-ce qu'il faut considérer les PV déposés par le groupe des 6 confessions religieuses à l'Assemblée nationale? Il y a un problème de droit qui se pose. En droit, vous savez, on dit res forma data. Donc, la forme donne le contenu à la chose. Il y a un problème du point de vue forme, suivant leur charte. Mais la question qui se pose, la deuxième question qui se pose, est-ce qu'il faut tout bloquer parce que celui qui est habilité à signer le document ne le fait pas? C'est ça la question. Faut-il tout bloquer, tout paralyser parce que la personne habilitée à signer le PV ne l'a pas fait? Quoique minoré dans leur plénière. C'est toutes ces questions-là. On parle de l'État. On parle de l'avenir du pays. Alors nous la suspendre à une volonté de 2-3 personnes. C'est tout le problème. Mais face à toutes les questions que vous vous posez, selon vous, la réponse serait quoi? Moi, je crois qu'à un moment donné, les institutions, le Parlement, l'institution président et même le peuple doit s'assumer. Doit s'assumer. C'est-à-dire, nous, Parlement, à un moment donné, nous allons... il y a déjà une commission paritaire qui est là. On va s'assumer aussi. Nous allons nous assumer. Allant dans le sens de prendre en compte c'est que les 6 confessions religieuses ont déposé ou soit rejeté. C'est-à-dire que nous avons la latitude. Hein, ça c'est moi qui réfléchis. Quand une composante composée de 6 personnes n'arrive pas à s'entendre, à un moment donné, nous allons prendre la chose en main. Nous décider. Nous décider, je crois. Ces moments donnés, c'est quand? Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Je crois qu'il y a un délai qui a été accordé, qui expire aujourd'hui. On va voir si la fumée est blanche et là, tant mieux pour le pays. Mais si elle n'est pas là, nous devons nous assumer en tant que tel. Pensez-vous pas qu'il y a une pesanteur politique qui ne permet pas aux chefs des confessions religieuses de se mettre d'accord? Possible, c'est le jeu politique. Mais je crois qu'ils doivent être au-dessus de la mêlée.
Ils doivent résister à toute pression. Je crois qu'ils doivent y arriver. Pesanteur, il peut y en avoir. C'est un jeu politique. Hein. Pesanteur par pesanteur, il ne faut pas seulement voir le pouvoir en place. Il faut aussi voir l'opposition. Il faut aussi voir la pression aussi internationale. Donc la pesanteur ne doit pas être l'apanage de l'institution président ou du régime en place. Non. La pesanteur, la pression, elle peut provenir de partout. Et le peuple aussi peut constituer une pression. Pensez-vous que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra intervenir comme c'était le cas avec Malonda? À ce stade, je ne crois pas parce que le Parlement ne s'est pas encore déclaré incompétent ou déclaré fatigué ou déclaré impuissant de dire un mot. Je crois qu'il y a un délai qui est accordé, il faut le respecter. Moi, je me tiens toujours au dernier contact officiel que le chef de l'État a eu avec les élus de ma famille politique, l'Union sacrée que nous sommes. Il a dit, nous allons tenir les élections dans le délai et ça va te tenir. Moi, je m'en tiens à ça. Si les choses ont changé entre-temps, je me réfère à cette rencontre que nous avons eue à la Cité de l'OU avec le chef de l'État et il voulait bien que les élections se fassent dans le délai constitutionnel. Maintenant, la balle, c'est dans notre camp, nous, acteurs politiques. Il faut remplir les préalables aux élections. Tout retard, c'est de notre faute, je crois. Mais au cas où on constatait le manque de consensus jusqu'au délai requis et que les chefs de l'État devaient intervenir, selon vous, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Moi, je parle ici en tant qu'élu, membre de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, madame, que nous ne nous sommes pas encore déclarés impuissants pour dire quelque chose, pour donner une orientation à ce débat. Il y a une paritaire qui est en train de s'organiser, de se tenir. Il y aura la plénière qui va aussi se décider. Et nous allons transmettre au chef de l'État la position de l'Assemblée nationale. Et au chef de se déterminer. SCC Sanko a saisi les présidents de la République. C'est une démarche qui est tout à fait normale. Hein. Tout compatriote, tout Congolais, toute structure peut saisir le chef de l'État. C'est le président de nous tous. C'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand il y a un problème, on peut le saisir. Cela ne soustrait en rien les compétences de l'Assemblée nationale que nous sommes. Alors, plusieurs forces politiques ont dénoncé la manière dont la commission mixte paritaire a été mise en place à l'Assemblée nationale. À quoi peut-on s'attendre finalement après les travaux de cette commission? L'idéal, effectivement, madame, aurait été qu'il y ait un consensus, une participation commune de tous. Parce que les élections, c'est l'affaire de tous. Le but des élections, c'est effectivement aussi avoir des résultats acceptés par tous pour donner lieu à un fair play électoral. Accepter celui qui a gagné, le saluer même. C'est ça le but. Quand il y a une partie, une composante qui n'y prend pas part, ça fait problème aussi. Mais allons-nous bloquer le pays parce que certains ne veulent pas y prendre part? Je ne crois pas. Nous continuons à plaider pour que les partenaires politiques reviennent au bon sentiment. Moi, personnellement, j'ai toujours été d'avis de continuer à négocier, de continuer à insister. Parce que le consensus, la participation se construit. Le temps va passer, est déjà passé. Mais il ne faut pas l'imputer au pouvoir en place. C'est nous-mêmes qui ne nous entendons pas. L'Union sacrée pour la nation, au sein de l'Union sacrée pour la nation, certaines forces affichent clairement leur position face à certaines décisions. Est-ce que tout se passe bien ou normalement dans cette famille politique? Il faut noter que je crois qu'on l'a défini comme étant une structure politique qui n'est ni une plateforme électorale, ni un parti politique. C'est juste une vision. Mais je dois noter que cette vision tarde à se consolider en termes de structure, à se structurer. Là, je dois être sincère vis-à-vis de l'opinion qui me suit. Mais je me dis qu'arriverait un moment où on sera devant une évidence, celle de donner, de dire un mot sur la structure, sur la composante union sacrée. Ça aussi, c'est un petit souci qu'il y a. Vous aimeriez que ça soit structuré plus rapidement? Absolument. Vous savez, là où il y a des hommes, il faut qu'il y ait une structure. Hein. On ne peut pas mettre ensemble les forces politiques comme ça, de manière assez... Il faut absolument qu'on arrive à un texte. Les travaux avaient commencé, mais étaient suspendus. Mais je crois qu'au fur et à mesure, nous évoluons.
Là, il faut rechercher la raison auprès de ceux qui n'avaient pas pris part à ces travaux-là. Mais est-il que les travaux avaient été bien lancés? Et je peux vous dire, madame, que les textes structurants, le regroupement, les textes organisant les différentes composantes, le projet de texte existe et est détenu par acquis de droit. Donc, je crois qu'à un moment donné, le coup d'envoi sera lancé pour officialiser ça. À quand les débats sur la loi électorale? Nous sommes pressés. Moi, personnellement, je crois que c'est le plus grand débat que va connaître notre législature parce que le but des réformes, le but, c'est avoir des élections transparentes, des élections à moins de contestation, des élections qui mettraient tout le monde d'accord. Et pour y arriver, je crois que la loi électorale est un outil extrêmement important, pour ne pas dire vital, pour ces élections. Mais malheureusement, ça traîne encore. Il y a eu des propositions à gauche et à droite. Nous attendons pour y porter aussi notre contribution. Mais moi, s'il faut avoir mon avis, il faut déjà, je l'ai dit ailleurs, il faut arriver à extirper la CENI de tout calcul. Aujourd'hui, madame, seule la CENI pourra vous dire que tel parti ou composante politique a atteint le seuil. Seule la CENI pourra vous dire j'ai attribué le seuil à X personnes pour des raisons que seule la CENI connaît. Aujourd'hui, madame, le contentieux électoral en soi pose un problème de la validité de la preuve. Il faut arriver à avoir une preuve qui lie la CENI, une preuve qui lie la Cour constitutionnelle. Il faut à un moment donné responsabiliser aussi la CENI. La CENI n'est pas partie prenante au procès, mais la CENI est experte, elle donne des orientations. À un moment donné, il faut qu'on arrête tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que je vois. Généralement, pour mieux résoudre la problématique, il faut chercher à savoir d'où viennent les contestations. Les contestations peuvent avoir comme auteur le candidat malheureux, tout comme auteur aussi la population qui va militer, qui va casser à gauche et à droite. Parce que celui qui a été massivement élu dans une circonscription n'est pas proclamé car sa liste n'a pas atteint un nombre de voix requis. Alors qu'à côté de lui, un moins élu qui a une liste qui a plus de voix est proclamé député. Ça choque, madame. C'est vrai, c'est la loi, elle est due, mais ça choque. Il faut inverser les choses. Il faut à un moment donné que celui qui a le plus de voix soit proclamé député. C'est alors que même l'expression de la population est respectée. Une circonscription où la majorité s'est prononcée en faveur de madame Mikoulou, et la CENI de quel droit, la Cour constitutionnelle de quel droit elle se permet de proclamer celui qui a moins de voix au motif qu'il a une liste qui a plus de voix. Ce sont des choses qu'il faut changer. Mais au regard de ce que vous avez énuméré tout à l'heure, qu'est-ce qu'on devrait changer en priorité sur cette loi électorale? C'est vrai que beaucoup pensent que soustraire le seuil, c'est rendre hétéroclite, rendre instable le corps électoral, rendre instable un peu la constitution de la majorité. Et moi je dis, je prends un exemple, quand on vous dit dans une circonscription, un parti politique ne peut proposer qu'une seule liste. Mais il y en a qui ont contourné ça avec la mosaïque. Je propose 4 listes parce qu'il y a 4 sièges, mais c'est le même parti politique. Voilà, il faut avoir le seuil pour être proclamé. On a contourné ça avec le jeu des regroupements. Pourquoi avoir une hypocrisie politique, une hypocrisie législative? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller vers la vérité législative, vers la vérité politique, respecter le choix du peuple, que celui qui a le plus de voix dans la circonscription soit proclamé. Il faut éviter tout calcul à la CENI. Avoir un groupe de 50-60 personnes qui font des calculs non vérifiés, non maîtrisés par les compétiteurs que nous sommes, qui arrivent à proclamer. Donc je crois que ce n'est pas respecter la volonté du peuple. Il faut élaguer tout ça. Très bien. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes membre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. Madame, oui. Quelles sont vos relations à ces jours avec ces partis politiques? Bon, je crois que c'est un problème de vision, c'est un problème d'option politique. Je crois que j'étais le seul, sans me tromper, qui ait, dès le début, adhéré à l'Union sacrée et ait expliqué pourquoi il l'a fait.
Il n'y a pas d'eux qui ont expliqué pourquoi, en son temps, hein, beaucoup sont allés signer la pétition contre le bureau Mabunda. Je ne dirais pas en catimini. Ils ont signé, ils sont restés calmes chez eux. Et on a découvert la liste le jour du dépôt. Mais moi, j'ai signé et je crois que j'ai appelé la presse et j'ai dit pourquoi j'ai signé. Je vais t'expliquer. C'est un problème de vision politique. C'est un problème de choix qui a fait que j'ai une approche qui soit différente de mes camarades. Ça se limite à ce niveau-là. Et je crois que la Cour constitutionnelle, par ces deux arrêts, a eu à expliquer clairement que l'élu que je suis a le droit d'avoir une opinion qui soit contraire de son parti politique. Mais je crois qu'au-delà de ça, nous sommes des compatriotes, nous sommes des Congolais, nous tous, nous militons pour le bien-être de la population. Et moi, particulièrement, c'est plus le Congo profond qui est mon cheval de bataille. Parce qu'aujourd'hui, madame, je vois le gouvernement mis en place, il y a des évaluations, des tours de table pour voir dans mon secteur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je dis non. La meilleure évaluation, c'est l'itinérance. Il faut que le ministre qui est dans son bureau climatisé sache que la signature que j'appose sur ce document a de l'incidence sur le Congolais qui vit à Chikapa, qui vit à Ariwara. Comment voulez-vous que vous n'avez jamais vu la situation réelle? Je prends un exemple, un domaine qui m'intéresse le plus, la sécurité sociale ou même la santé. Moi, chez moi à Chikapa, il y a des femmes enceintes à terme qui font 14 km, 13 km pour trouver la maternité la plus proche. C'est inhumain, madame. Mais quand un ministre est dans son bureau, qui n'a jamais vu ça, qui ne sait pas que ça existe, prend des décisions, signe des papiers, vous voulez que le développement atteigne le Congolais profond quand? En gros, vous avez des bonnes relations avec le PPRD. En tout cas, j'ai beaucoup d'amis avec lesquels nous échangeons. Il n'est pas question d'être ennemis. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu un discours désobligeant vis-à-vis du PPRD, moins encore vis-à-vis du président national du PPRD, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. J'ai jamais eu un discours désobligeant. C'est une personnalité politique que je respecte. En son temps, il a posé les actes nécessaires pour garder l'unité du Congo. Et je crois qu'il a fait sa part il a joué sa partition. Le président Félix Tshisekedi doit aussi jouer la sienne, et ainsi de suite, la chaîne continue, l'État continue à exister. Croyez-vous à la tenue des élections crédibles et transparentes en 2023? C'est possible, il faut le vouloir. Mais comme je vous ai dit, au regard de ce qui se passe, le rendez-vous sera reporté. Il sera reporté, madame. Vous estimez qu'il n'y aura pas élection en 2023? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas, à moins de les bâcler, parce qu'il y a plusieurs préalables. Déjà qu'il faut avoir les animateurs, puisque tout le monde appelle de ses voeux la réforme de la révision de la loi électorale, et aussi un problème de financement qu'il faut résoudre. Comment on va les financer? Il y a également un problème de logistique. Il y a un problème d'identification. Il y a un problème de nouveaux... Il y a autant de problèmes qui, malgré la bonne volonté qu'on peut avoir, nécessitent le temps matériel, nécessitent la logistique indiquée. Et on n'a pas fait ça, on a accumulé un retard qui va se répercuter sur le calendrier. Donc il faut oublier qu'on aura les élections. Ça vous pousse à dire qu'il n'y aura pas des élections? Non, il n'y en aura pas, il n'y aura pas. Il faut être sincère pour reconnaître que le retard accumulé influe sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Très bien, on s'approche de 2023, quoique vous dites qu'il n'y aura pas élection. Soutiendrez-vous, au cas où il y a élection, la candidature de Joseph Kabila Kabange ou de Félix Tshisekedi? Faut-il encore qu'il postule? À ce stade, personne n'a postulé. Ce qui est dommage, madame, hein, on n'accède pas au pouvoir pour préparer les élections. Il faut accéder au pouvoir pour développer son pays. C'est quand même dommage que, à peine 2 ans, 1 année après, le débat, il est électoral. Le débat, il est éminemment politique. Mais à quand le débat du développement? À quand le débat du social? À quand le débat qui touche aux vrais problèmes des Congolais? À quand? On passe son temps au sein des salons politiques à ne parler que élections. C'est comme si on vivait pour les élections. Nous sommes à mi-mandat. On a encore 2 ans et demi. En 2 ans et demi, on peut construire des buildings. En 2 ans et demi, on peut déjà faire des chemins de fer. On peut faire beaucoup de choses en 2 ans et demi. On ne doit pas vivre que pour les élections.
pour revenir à votre question, je trouve qu'au stade actuel, déjà se proclamer candidat, c'est quand même zapper aussi les attentes de la population. Il faut d'abord travailler. Travailler, essayer de changer les choses. Et c'est possible. C'est possible, madame. Et vous-même, vous n'avez pas d'ambition Pour, genre briguer la magistrature suprême? Ce qui est important pour moi est que la maman maraîchère qui vit à Chikapa, et même à Bosso Melo, qu'elle puisse sentir que j'ai un politique, j'ai un fils qui a été élu député, grâce à son plaidoyer, grâce à son lobbying, grâce à ses lois, ma condition de vie a changé. À tout niveau, on peut faire changer les choses. Ce qui est d'abord important pour moi. Et je pense que c'est un esprit qui devrait animer tous les décideurs, tous les politiques. Essayons de transformer notre pays. Et c'est possible. Comment voulez-vous dans un État où c'est établi que les particuliers touchent plus que l'État en termes de recettes? J'ai toujours donné un exemple simple. Je quitte ici pour Chikapa. Quand je paye, l'État n'empoche que 30-40 000 francs, péage officiel avec le FONER. Mais les barrières d'infortune vous ramassent 200 000 francs. Et on se plaint qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État. Et ça à la barbe des 3 gouverneurs, Kwango, Kwilu et Kasaï. C'est pas normal, madame. Je suis ici, je gère l'OGFREM, qui doit ramener des ressources à l'État. Mais je ne sais pas collecter l'argent dû à l'État à l'étranger. Je nomme des mandataires, des privés étrangers, qui collectent pour moi l'État congolais. Je ne sais même pas vérifier. Et je me plains que les trésors n'arrivent pas à atteindre 30 milliards pour le budget. Je fais le budget. J'alloue 10 milliards de francs congolais à la province du Kasaï. Je mets dans des histoires qui n'influent même pas le développement de la province. Un saupoudage inutile. Il faut repenser tout ça. Et je pense qu'on est en mesure de le faire. Il faudrait que le politique comprenne que je n'accède pas au pouvoir pour préparer les élections. J'y accède pour transformer mon pays. C'est un besoin, c'est une nécessité. Parlons plus social, parlons plus développement que parler politique, que parler élection. On passe tout le temps comme si on vivait pour les élections. C'est quand même dommage, madame. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un mot pour terminer? C'est juste appeler encore une fois la conscience de nous politiques, y compris moi-même. Travaillons pour le pays, travaillons pour le développement, travaillons pour le social. La plupart des débats qui nous préoccupent, qui prennent le temps et la passion, ne concernent que 40, 70, 100 politiques congolais. Le Congolais ordinaire, le Congolais lambda, le Congolais de l'arrière-pays n'a que faire de nos débats sur les élections, sur le code électoral. Il n'a que faire de ça. Ce qui le préoccupe, c'est un cadet de sushi chez nous. Je crois qu'il faut arriver à inverser la tendance. Aujourd'hui, à l'Est, on a besoin de la sécurité, de la paix. Chez moi, au Kasaï, on a besoin d'établir les responsabilités sur la pollution criminelle de la rivière Kasaï. Mais à ce jour, rien n'est fait. Le gouvernement a promis de descendre. Ça fait déjà 3 semaines que la pollution est là. Les pluies ont repris. L'eau commence à retrouver sa couleur ordinaire. Les déchets coulent. Et on pense que tout est résolu. Le danger, les conséquences, c'est dans 6 mois, dans 1 année. Parce qu'on a vu les poissons mourir, mais les petits animaux dans l'eau, les mollusques, les vers de terre, qui ont un impact aussi sur l'agriculture. C'est dans 6 mois, dans 1 année qu'on va vivre ça. Ceux qui ont absorbé cette eau-là, dans 6 mois, dans 8 mois, on aura quoi? Des cancers ou autres. Mais il faut que quelqu'un établisse les responsabilités. Mais on a tout le temps. On a tout le temps. Maître Guy Mafuta, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci. Objectif 2023 des séjours est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.